Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse politique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui agite à nouveau la scène politique ivoirienne. La récente sortie médiatique de Guillaume Kigbafori Soro, ancien président de l'Assemblée nationale et ex-premier ministre. Une déclaration brève mais lourde de sens, dans laquelle il évoque, pour la première fois depuis plusieurs mois, son éventuel retour en Côte d'Ivoire. Lors de cette intervention, Guillaume Soro a déclaré qu'il ne reviendrait pas pour semer le désordre, mais pour participer à la réconciliation nationale. Une phrase à double lecture qui interroge et qui réactive un vieux débat, celui du rapport entre justice et politique, entre pardon et responsabilité. Dans cette vidéo, nous allons décrypter cette déclaration, comprendre pourquoi elle suscite autant de réactions, et surtout analyser ce qu'elle nous dit du climat politique actuel en Côte d'Ivoire. D'abord, il faut rappeler le contexte. Guillaume Soro vit en exil depuis plusieurs années, après sa condamnation par la justice ivoirienne. Son éventuel retour soulève donc une question essentielle. Est-il possible de revenir dans un pays où le terrain politique reste si polarisé? Sa déclaration, empreinte de retenue, semble vouloir rassurer. Elle ne contient ni provocation, ni défi. Mais derrière la modération du ton, certains y lisent un message implicite, celui d'un homme qui cherche à reprendre place dans le jeu politique sans braquer le pouvoir en place. Ce mot, réconciliation, revient souvent dans le discours politique ivoirien. Mais que signifie-t-il concrètement aujourd'hui? S'agit-il d'un véritable projet collectif ou d'un argument stratégique utilisé par les uns et les autres pour soigner leur image? En affirmant qu'il veut contribuer à la réconciliation, Guillaume Soro tente de se repositionner non plus comme un adversaire, mais comme un acteur du dialogue. Un changement d'attitude qui pourrait séduire une partie de l'opinion, mais aussi éveiller la méfiance de ceux qui estiment que le pardon ne doit pas précéder la justice. Cette déclaration s'inscrit dans une période où les grands acteurs politiques se repositionnent. À l'approche des prochaines échéances électorales, chaque mot, chaque geste compte. Le retour annoncé d'une figure comme Soro pourrait rebattre les cartes et redéfinir les équilibres, notamment au sein de l'opposition. Mais au-delà des stratégies, c'est la question de la légitimité morale qui refait surface. Comment réintégrer un acteur politique sans donner le sentiment de banaliser les fautes du passé? Et comment construire une réconciliation durable dans un pays encore marqué par ses divisions? La déclaration de Guillaume Soro ne dit peut-être pas tout, mais elle en dit assez pour ouvrir un débat fondamental, celui de la réconciliation entre les ambitions personnelles et la stabilité collective. Dans un contexte où la parole politique est scrutée, chaque nuance compte. Et si cette fois, le mot « réconciliation » devenait enfin un projet, et non un slogan? Ouestaf, l'actualité de l'Afrique de l'Ouest. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'analyse politique. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui fait beaucoup de bruit sur la scène nationale ivoirienne. La récente déclaration de Charles Blé Goudé, une déclaration qui a surpris, voire choqué une grande partie de l'opposition. Lors de son intervention, Charles Blé Goudé a affirmé que le 4e mandat d'Alassane Dramane Ouattara était illégitime mais légal. Une phrase lourde de sens qui divise, qui questionne et qui remet sur la table un vieux débat, celui de la légitimité du pouvoir face au droit, de la légalité face à la morale politique. Dans cette vidéo, nous allons décrypter cette déclaration, comprendre pourquoi elle a provoqué autant de réactions et surtout analyser ce qu'elle révèle de la situation politique actuelle en Côte d'Ivoire. Chers amis, on m'annonce qu'il est 18h40 et pour des gens qui sont venus depuis ce matin et quand je vous vois serein, assis devant mon micro, sans que cette salle-là soit vide, cela est une preuve de votre détermination et de votre engagement. Vous pouvez vous applaudir. Vous savez, quand on ramasse les gens ça et là pour venir, à un moment donné, bon, ben, ils ne savent pas pourquoi ils sont là, donc ils repartent. Or là, vous savez pourquoi vous êtes là. Vous pouvez encore vous applaudir. Chers invités, chers amis de la presse, je voudrais vous saluer aussi parce que vous aussi, depuis le matin, vous êtes là. Il faut applaudir la presse qui n'a pas bougé. Camarades militantes, camarades militants, mesdames et messieurs, camarades responsables du parti, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté, je voudrais vous saluer et vous dire merci pour tout le travail que vous avez accompli.
tous, autant que vous êtes ici, vous venez d'être témoins en direct du choix que les délégués du COJEP ont fait dans la transparence pour le candidat devenu maintenant la candidate que nous allons soutenir lors de la présidentielle du 25 octobre prochain. Ce que je vais vous dire, lorsque vous devez emprunter un chemin, aussi long soit-il, vous commencez toujours par un pas. Et ce pas vers la démocratie, les délégués du COJEP viennent de le poser aujourd'hui, ici à Yamoussoukro. En désignant par voie de vote, dans la transparence, le candidat à soutenir, le COJEP fait le choix d'une gouvernance par l'exemplarité, à travers un leadership participatif. Pourquoi? J'ai parlé de leadership participatif. Je ne vais pas faire un cours parce qu'il y a plusieurs sortes de leadership. Vous avez le leadership participatif, c'est-à-dire que votre avis compte, votre position compte, votre analyse compte. Et c'est dans ce cadre de leadership participatif que nous sommes aujourd'hui. Parce que vous avez donné votre avis. Si on veut aller dans les cours de leadership, il y a aussi ce qu'on appelle le leadership directif. C'est-à-dire le leader indique la voie et tout le monde suit. Il y a aussi ce que Thomas Sankara a appelé le leadership transformationnel. Et puis il y a ce que Kadhafi a appelé le leadership pragmatique. Mon professeur. Dans le cas présent, nous sommes dans le leadership participatif. Et c'est ce que vous venez de faire. Vous pouvez donc être fiers de vous, vous pouvez vous acclamer. Vous voyez, quand je vois cette salle-là pleine, il y en a qui n'ont même pas eu de place, il y a même un bébé qui pleure. Quand je vois aussi l'énergie que vous débauchez chaque jour, parce qu'il y a à peine un mois qu'on était à la place ici, la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est que je ne suis pas seul à rêver. Je ne suis pas seul à croire qu'il existe la possibilité d'une autre Côte d'Ivoire. Chaque fois que vous êtes convoqué, invité par le parti, malgré vos difficultés, vous vous mobilisez. Et je voudrais que ça s'applaudisse ça. Moi qui vous parle, et c'est bon que la presse le sache, je ne suis pas inscrit sur la liste électorale. Ou du moins, j'ai été radié de la liste électorale. Mais je n'ai pas besoin qu'on me plaigne. Je n'ai pas besoin qu'on s'apitoie sur mon sort. Je n'ai pas besoin de pitié. Je ne connais pas la pitié. Je ne connais pas les pleurs. Je connais une seule chose, mon devoir. Ce que je connais, c'est mon devoir. Mon devoir envers vous, mais mon devoir envers mon pays, la Côte d'Ivoire, que j'aime tant et que vous aimez aussi. Chers amis, moi je sais combien vous êtes déçus. Déçus parce que votre leader que je suis, je ne peux pas participer à la compétition d'octobre prochain. C'est que vous auriez voulu. Et Dieu seul sait que si l'occasion m'en était donnée, il allait sortir le dernier des Ivoiriens de sa maison. Mais ensemble, nous avons tiré toutes les leçons de cette injustice-là de manière objective.
ce que je vais vous dire, et retenez-le vous tous, la vie ne forme pas les champions dans le miel. La vie crée et forme les champions dans l'épreuve. En ce qui me concerne, dans mon parcours politique, j'allais dire simplement, dans ma vie, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Et vous le savez. Pourtant, jamais je n'ai baissé les bras. Vous me voyez toujours sourire. Mais je peux vous le dire aujourd'hui, derrière chaque sourire que vous voyez sur mes lèvres, se cache une amertume. Se cachent des blessures. Qui se dissimulent, hein? Pourquoi? Mais parce que je ne suis pas un vendeur de désespoir. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas mal. Mais je ne suis pas un vendeur de désespoir. Vous ne m'avez pas élu à la tête du COJEP pour que je vous distribue des pleurs. Pour que je vienne vous faire pitié devant vous. Vous m'avez élu pour que je vous montre qu'une autre Côte d'Ivoire est possible. Moi à la tête, vous autour de moi. Et vous me montrez chaque jour qu'ensemble, nous pouvons écrire des gloires, de nouvelles pages de Côte d'Ivoire, de notre histoire. Et à l'issue de cette convention, vous venez de le démontrer de si belle manière et par une fierté à travers le travail que vous avez accompli. Restez ici du matin jusqu'à maintenant. Vous voyez le COJEP, notre parti, que nous sommes en train de construire par nos mains, par nos pieds, par notre sueur. Ce parti, tant de fois, sous le mépris des gens, sous les insultes même de votre leader, ce que je peux vous dire aujourd'hui et que je peux vous permettre, j'en ferai un grand parti de masse dans ce pays. Je vous le répète encore, pour ceux qui pouvaient encore en douter, vous pouvez le noter. Dans ce pays, je ferai du COJEP un grand parti de masse. Parce que pour moi, nous sommes le futur. Et parce que nous sommes le futur, nous veillons sur le présent. Nous sommes le futur. C'est pourquoi je me bats pour ne pas que la classe politique qui est en partance nous lègue un pays fissuré. Telle est ma posture. Et je veux que chacun de vous, dans son quartier, dans sa coordination, fasse que le mal de Côte d'Ivoire ne vienne pas par lui. Parce que le futur nous appartient. Parce que nous sommes le futur, nous devons veiller sur le présent. Est-ce que vous m'avez compris? Ce que vous devez aussi savoir, c'est que rien ne nous a été légué en héritage. Rien. Parce que nous ne sommes pas des héritiers cueilleurs. Comme le fleuve, nous voulons faire notre propre lit. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous serons le fruit de notre travail. Travailler. Vous enviez le PDCI-RDA, c'est parce qu'il y a eu une fourmoigne. Vous enviez le FPI aujourd'hui, le PPACI, c'est parce qu'il y a eu Gbagbo Laurent. Vous enviez le RHDP, c'est parce qu'il y a Alassane Ouattara. Quand vous voyez un plat fumant sur la table, que vous enviez, n'oubliez pas qu'il y a une femme que la fumée a frappée dans la cuisine. Voyez-vous, c'est pourquoi les campagnes de diabolisation conçues dans les laboratoires de manipulation n'auront pas raison de nous. Parce que les gens sont loin de savoir combien nous sommes déterminés à bâtir notre parti nous-mêmes. Et nous sommes là. Et à chaque étape, nous serons là.
Et pour la Côte d'Ivoire, nous serons là. Parce que nous devons être là. Chers amis, je vous le dis encore, une autre Côte d'Ivoire est possible. Mais elle est possible comment? Elle est possible uniquement dans les urnes. C'est à cela que moi je crois. Vous-même, vous venez de le démontrer par cette démocratie, devant toutes les caméras de la Côte d'Ivoire. Vous venez d'élire la personne que vous voulez qu'on soutienne. Vous pouvez vous applaudir encore. Alors je dis que une autre Côte d'Ivoire est possible, mais uniquement dans les urnes. Pourtant, vous le savez comme moi, pour des raisons diverses, certains de nos concitoyens n'y croient plus. Ils se disent que voter ne sert plus à rien dans ce pays. Cela engage des débats. Ça suscite même des colères, des railleries. Mais du haut de cette tribune, je voulais vous dire que ceux qui pensent ainsi, vous ne devez ni les diaboliser, ni les mépriser, ni les marginaliser. Parce que eux aussi, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Ils ont leurs raisons, qui sont certainement pas les nôtres. Mais nous ne devons pas les diaboliser. Nous ne devons pas les moquer. Parce que ce que je me suis promis, c'est de rassembler la Côte d'Ivoire et parler à la Côte d'Ivoire plurielle. Chacun avec ses colères, chacun avec ses espoirs, avec ses joies, avec sa tristesse. C'est pourquoi ceux qui pensent que le vote ne sert plus à rien, vous ne devez pas les diaboliser. Parce que moi, je comprends leur colère. Ils sont frustrés. Ils sont en colère de ne pas voir leur leader participer à la présidentielle. Des leaders en qui ils ont confiance. Et cette colère, je la comprends. Moi aussi, il m'arrive souvent d'être en colère. Quand je pense aux raisons qui ont abouti à ma condamnation et à ma radiation de la liste électorale. Donc, je peux comprendre leur colère. Mais ce que je vous demande, c'est une seule chose. Ne laissons pas la colère et l'amertume nous aveugler. Je le répète encore, à tous les militants du COJEP et à tous ceux qui m'écoutent à travers ces caméras, ne laissons pas la colère et l'amertume nous aveugler. Ce que nous devons faire, c'est de transformer notre colère en victoire, en force, en moteur, pour faire de nous des champions. Voilà ce que je vous demande. Mieux, ce que je vais vous demander, jeunes de Côte d'Ivoire, peuple de Côte d'Ivoire, que nos choix dans la vie ne soient pas le reflet de notre colère. Que nos choix dans la vie ne soient pas le reflet de notre colère. Que nos choix soient plutôt le reflet de nos espoirs et de nos convictions. Parce que nous sommes le futur. Ce que je vous demande encore, et je sais que vous pouvez le faire, la tâche que nous devons accomplir, c'est celle à l'image de Soundiata. La tâche que nous devons accomplir, c'est celle de Soundiata. Soundiata était paralysé. Il était moqué. Mais Soundiata n'a pas passé son temps à s'apitoyer sur son sort. Soundiata s'est levé des deux jambes. Il a empoigné le baobab et il a déraciné le baobab. Nous aussi, nous pouvons nous lever dans ce pays pour changer les choses dans notre pays. Mais nous allons le faire uniquement
par la force de notre volonté et par la force des urnes. Je le répète encore, nous pouvons le faire par la force des urnes. La voix des urnes, chers amis, ne fait pas de vous des faibles. Bien au contraire. La voix des urnes nous offre l'opportunité et les moyens du changement. Et je vous le dis, le changement est possible. Et le changement, c'est maintenant. Quand je le dis, il y a une opinion que je respecte, mais que je ne partage pas. Qui nous dit, ça ne sert à rien d'aller voter. Quand Blé Goudé dit, le changement, c'est possible, il est en train de vous enfumer. Ils vont accompagner le candidat Ouattara. Quand vous me regardez là, laissez-moi un accompagnateur. Mais souvent, il faut chercher les données. On ne peut pas manipuler. Et les chiffres nous parlent. Pour les élections de l'an 2010, nous étions inscrits sur la liste électorale et nous étions 5 784 000 inscrits sur la liste. Et ceux qui ont voté étaient 4 843 000, environ un taux de 83%. Nous sommes en 2010. En 2015, il y a eu 6 millions d'inscrits et 3 millions de votants. Ça veut dire que près de la moitié n'ont pas voté. Il y a 3 millions et quelques qui n'ont pas voté, qui sont restés à la maison. En 2020, il y avait 7 495 000 inscrits. C'était des électeurs. Il y a eu seulement 3 200 000 votants. Donc plus de la moitié n'est pas allé voter. Ce sont des chiffres. Cette année, en 2025, il y a près de 8 700 000 sur la liste. Vous voyez que il y a un bloc d'électeurs entre 4 millions et 5 millions qui sont jusque-là restés à la maison. Soit parce qu'ils sont déçus de la classe politique, soit parce qu'ils ne partagent pas la vision actuelle du pouvoir, soit parce qu'ils appartiennent à l'opposition. Mais dans tous les cas, il y a près de 4 millions à 5 millions de nos concitoyens qui se désintéressent du vote. Vous voyez ce que ce tableau-là nous indique? Ceux-là, c'est eux qu'il faut aller chercher. C'est eux qu'il faut aller chercher dans leur maison. C'est eux qu'il faut aller mobiliser dans leur quartier. C'est eux qu'il faut aller mobiliser dans leur village, dans leur campement. Pas en les révoltant, mais en leur proposant une autre Côte d'Ivoire. Et la mission que je vous confie dans cette salle, allez les chercher dans leur maison. Allez les chercher dans leur village. Dites-leur qu'une autre Côte d'Ivoire est possible. Et comme vous venez maintenant de me mettre en mission pour accompagner la candidate Laurent Simone Gbagbo, vous venez de me mettre en mission pour accompagner, soutenir, faire campagne pour Dr Simone et Yves Gbagbo. Je vous le dis, comme je vous l'avais promis, lors du congrès des jeunes et des femmes, à partir de demain, je rentre en campagne pour Simone Gbagbo. Parce que quand je vous appelle, vous venez. Et aujourd'hui, de manière démocratique, vous venez de me mettre en mission. Vous savez, je suis dans une position, je dois l'avouer, très difficile. Très difficile. Parce que je connais Don Melo. Je suis très attaché à lui. Il fait partie de mes formateurs. Et ces derniers temps, je parle beaucoup avec lui. Et je sais qu'il est capable.
J'aurais voulu, et je vais continuer parce que vous m'avez mis aussi en mission pour ça. Pour que lui et la candidate Simone Yves Gbagbo se rapprochent davantage pour nous faire ce cadeau d'une candidature. C'est ça. Je vais y travailler. Je vous fais cette promesse. Je vais y travailler. Je peux ne pas réussir, mais je vais y travailler. Et je voulais qu'on applaudisse le candidat Ouaddomelo ici. Il faut l'applaudir pour qu'il vous attende. Merci. Vous voyez, je sais être responsable. Mais entre moi, ma volonté et la volonté démocratique que vous avez exprimée, je dois m'incliner. Et je vais aller en campagne pour Simone Gbagbo. Et je voulais vous dire, voyez-vous, il y a eu des élections ici en 2018. C'était au plateau. Ewo Jacques, aujourd'hui député maire du plateau, c'est avec cette liste électorale. C'est vrai, elle n'est pas parfaite. Mais avec cette liste électorale, Ewo Jacques a été élu. Et au moment où je vous parle, les députés maires du plateau. À Cocody, Yasmina Onyen, avec cette liste électorale, était opposée à Afoussi Bamba, qui était candidate d'une coalition de son propre parti, le PDCI-RDA, et du RHDP. Elle a gagné. À Yopougon, avec cette liste électorale, Michel Gbagbo, Diaw Foué ont été élus députés de Yopougon avec cette liste électorale. Face à qui? Face à qui? Hein? Face à Kafana. Vous savez qui est Kafana au RHDP? C'est une grande personnalité au RHDP. Ils ont gagné. Je n'ai pas encore fini. À Port-Boué, avec cette liste électorale, Emou, du PDCI-RDA, est le maire de Port-Boué. En 2023 toujours, à Cocody, Jean-Marc Yassé, actuel maire de Cocody, c'était avec cette liste électorale. Mais le problème n'est pas seulement la liste électorale. Il était opposé à qui? Il était opposé à Éric Taba, directeur des protocoles du chef de l'État de Côte d'Ivoire. Mais il a gagné. Pourquoi? Tous ceux que je viens de citer ont gagné. Pourquoi? Parce qu'il y avait un peuple debout derrière eux. Tous ceux que je viens de citer, de Yopougon, de Port-Boué, du Plateau, de Cocody, ont gagné. Pourquoi? Parce qu'ils avaient derrière eux un peuple debout qui le voulait là, dans ce fauteuil. Ce peuple-là n'est pas allé casser les urnes. Ce peuple-là n'a pas pris d'armes. Ce peuple-là n'a pas usé de la violence. Ce peuple-là a usé de la démocratie. Ce peuple-là a usé de son droit de vote. Et moi, je vous regarde, je vous dis, il y a 5 millions de voix qui traînent. Il y a 5 millions d'électeurs déçus qui sont là. Comme une sauce qui a été dans un réfrigérateur, je vous demande de les mettre au micro-ondes. Je vous demande de les mettre au micro-ondes, les réchauffer avec vos propositions. Donnez dos à la violence.
allez chercher les électeurs. Je vous mets en mission dans vos quartiers. Nous pouvons gagner ces élections. Et nous allons gagner ces élections. Vous voyez, messieurs et mesdames de la presse, la situation dans laquelle nous sommes ne ressemble à rien d'autre que ce que je vais vous dire. C'est comme la Côte d'Ivoire joue une demi-finale. Et elle est qualifiée pour les finales. Mais malheureusement, pendant le match de demi-finale, Didier Drogba a un carton rouge. Il ne peut pas participer à la finale. Je vous ai amené loin derrière. Chacun à son époque. Et puis on arrive à la finale. On fait quoi? Est-ce qu'on plie bagage pour signer forfait parce que Didier Drogba a eu un carton rouge? Ou alors on cherche dans l'équipe un remplaçant pour que l'équipe puisse gagner ensemble pour nous ramener le trophée? Voilà l'image. Oui, des leaders et non de moindres. Des leaders et non de moindres ne sont pas sur la liste électorale. Ne peuvent pas compétir. Est-ce que pour cela, nous allons signer forfait et demander à nos concitoyens de rester à la maison chez eux? Rester chez toi veut dire l'inaction. Or, celui qui essaie peut perdre. Mais celui qui ne sait pas a déjà perdu. Jeune de Côte d'Ivoire, militant du projet, celui qui ne sait pas a déjà perdu. Celui qui essaie peut perdre. L'inaction n'a jamais rien produit. Notre adversaire, le 25 octobre, ce ne sera pas seulement le candidat Alassane Ouattara. Notre adversaire, ce sera s'abstenir. Ce sera ne pas voter. Ce sera dire, comme je suis contre le 4e mandat, alors je ne vais pas voter. Non, en restant chez toi à la maison, tu autorises, tu manifestes, tu laisses exprimer et tu maintiens le statu quo en T. Français fort. Voyez ce que je veux dire? Tu maintiens le statu quo en T. C'est-à-dire, tu laisses la situation en l'état. C'est compris. En ce moment, tu te fais complice du maintien du système que tu ne veux pas au pouvoir. Tu es complice. Non, tu ne protestes pas en restant chez toi. Non, tu ne protestes pas en diabolisant les autres candidats qui sont qualifiés. Non, tu es un complice. Parce que tu nous demandes de croiser les bras, de laisser le vote se dérouler sans l'impacter par notre vote. Vous savez ce qui va se passer? On va se retrouver encore dans la situation de 2020. Où certains vont aller dans la rue, ils vont se faire arrêter, ce que je ne partage pas. Parce que moi, je connais la prison. J'ai fait la prison 12 fois dans ma vie. 11 fois en Côte d'Ivoire et la 12e fois avec un galon international à la Coupe internationale. Donc, je ne peux pas souhaiter qu'on puisse arrêter un citoyen et le priver de ses droits. Mais, quand les élections vont finir, après on va réclamer la libération de nos camarades. On va les libérer, on va applaudir, ils sont libérés. Et après les législatives vont finir. La liste n'a pas été changée. Rien n'a changé. Et après, on va se réunir, on va aux législatives. Ce piège-là, il n'est pas bon. C'est pourquoi je lance un appel. Ne regardez pas ma tête. Ne regardez pas ma tête. Regardez au changement que vous voulez. Parce que moi, je vous ai visité dans les campements. Je vous ai visité dans les villages, dans les villes. J'ai rencontré des ouvriers. Ce que vous m'avez dit, c'est que vous avez soif de changement. Mais le changement, pour moi, en tant que démocrate, ne peut s'opérer que dans les urnes. Parce que l'autre changement n'est pas bon. Il vous donne juste l'impression que vous avez vaincu quelqu'un.
ça ne dure pas. Et ça met des vies en danger. Le changement auquel j'appelle depuis Yamoussoukro, c'est un changement dans les urnes, sans verser une seule goutte de sang d'aucun Ivoirien. Parce que c'est pour eux que nous parlons, c'est pour eux que nous voulons gouverner la Côte d'Ivoire. C'est ça que je vous demande, chers amis. C'est à cela que je vous appelle. À ce sursaut dans les urnes. Allez vers vos frères, allez leur parler. Dites-leur qu'une autre Côte d'Ivoire est possible. Dites-leur que le changement est possible. Dites-leur que Simone Gbagbo ne va pas accompagner notre candidat. Vous ne connaissez pas Simone Gbagbo? Elle a un parcours. Elle a une expérience. Elle a du charisme. Elle a un leadership. Elle sait ce que c'est que le bonheur. Mais elle sait aussi ce que c'est que le pire. Elle a démontré. Elle connaît la résilience. Elle a touché le fond. Nous allons maintenant l'aider à toucher le plafond. Simone Gbagbo a une histoire dans ce pays. Et elle connaît l'histoire de ce pays. Elle n'a pas étudié que l'histoire. Elle a fait l'histoire. Elle a aidé ceux qui font l'histoire à écrire l'histoire. Avec ses maîtresses, avec ses pleurs. Mais derrière ces pleurs se cache une grande stratège qui va être la première présidente en tant que femme de ce pays-là, à partir de maintenant. Simone Gbagbo s'est demandé pardon. Blessée, humiliée, traînée. Elle a fait preuve d'élévation. Elle n'a pas que lu la Bible, elle a pratiqué la Bible. Sortie de prison, elle demande que l'on prie pour ses bourreaux. Elle passe à la télévision et elle dit, même si je ne suis pas coupable, je demande pardon parce que j'ai été responsable. Ma responsabilité est engagée. Alors là, vous allez faire la différence entre la culpabilité et la responsabilité. Elle dit, c'est sous mon mari, c'est sous notre régime, c'est sous le président que j'ai soutenu qu'il y a eu des morts. Même si nous ne sommes pas coupables, c'est notre responsabilité. Alors, je demande pardon à toutes les victimes. Alors que quand on regarde dans le rétroviseur, cette femme, cheveux arrachés, traînée, sans même un gilet de pare-balles, transportée à Korogo, revenue, amnistiée, elle n'a aucune amertume. Elle veut rassembler les Ivoiriens. Parce qu'elle est femme, elle connaît la vie, parce qu'elle a donné la vie. C'est cette personnalité-là que nous allons accompagner. Et c'est d'elle que je viendrai vous parler dans les jours à venir. Je viendrai dans vos villes, je viendrai dans vos villages, je viendrai dans vos campements, je viendrai vous voir. Je viendrai vous parler de Simone Gbagbo. Nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Nous allons parler de la vie des Ivoiriens. Nous allons laisser de côté les polémiques. Les polémiques ne construisent pas. Et c'est un appel que je m'avais vous lancer. Vous d'abord, en tant que mes responsables et mes collaborateurs, éloignez-vous des polémiques. N'insultez plus personne. Ça ne construit pas. Ça n'apporte rien. Non, ne faites plus un peu. Je vous lance cet appel depuis Yamoussoukro. Laissez les injures et les polémiques là où c'est. Vous voyez, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années que nous sommes dans une balle de ping-pong d'accusations mutuelles entre nous opposants. Pourtant, il y a une autre voie. Ça fait combien d'années qu'on cherche les traites à gauche, à droite? Ce n'est pas moi, c'est lui-là. Non, ne cherchons plus à avoir raison. Cherchons à bâtir la Côte d'Ivoire ensemble. Les polémiques ne servent à rien. Mettons-nous ensemble. Moi, je n'ai pas une autre famille. Je suis de la famille Pro-Gbagbo. C'est une réalité. Donc, nous voyons en train de nous déchirer.
nous dressons le lit de notre adversaire. Et dans ce genre de combat, personne n'a plus raison. Surtout dans cette époque digitale, où chacun peut dire ce qu'il veut. C'est parce que nous cherchons à avoir raison. Les pro-Gbagbo sont vos frères. Les pro-Gbagbo sont vos sœurs. Ne les insultez pas. Ne les moquez pas. Ils ont mal parce que Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Et ils ont raison d'avoir mal. Vous n'avez pas le droit de vous moquer d'eux. Les militants du PDCIRD ont mal parce que leur président n'est pas sur la liste électorale. Et on peut comprendre leur colère. Les militants du COJEP ont mal parce que leur leader n'est pas sur la liste électorale. Mais une fois ce constat fait, la question c'est on fait comment? La question c'est on fait comment? Dans ce genre de période, il ne faut pas aller ni à gauche, à droite. Il ne faut pas aller vers des amitiés compromettantes. Parce que quand tu te lis d'amitié avec le crabe, souviens-toi que le jour viendra où vous allez vous serrer la main. Est-ce que vous avez compris? Quand tu te lis d'amitié avec le crabe, souviens-toi que le jour viendra où vous allez serrer la main. C'est pourquoi nous devons regarder l'essentiel. Et moi, c'est ce que je suis venu vous dire. Donnez dos à la violence. Ne perdez pas espoir dans la démocratie. Parce que un peuple qui perd espoir dans la démocratie se laisse avoir par la violence. Or, et c'est par là que je vais finir, quand on convoque l'histoire récente de notre pays, chers amis, 2000, il y a eu des morts. 2010, il y a eu des morts. 2015, 2020, là, c'était vraiment le summum. On a joué au ballon avec une tête humaine. Nos concitoyens sont allés au Ghana, pour beaucoup. D'autres au Nigeria, au Libéria, en Guinée. Moi, cette année, j'ai fait le pari de mettre mon leadership dans la balance pour ne pas voir un seul Ivoirien, des bagages sur la tête, aller dans des pays voisins. Je veux me battre pour ça. C'est pourquoi je veux que ces élections-là se passent dans le calme. C'est pourquoi je veux que ces élections-là se passent sans violence. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout. Et ça ne fait pas de moi un pro-Ouattara. Moi, je suis un pro-Côte d'Ivoire. Je vais donc finir pour féliciter tous ceux qui étaient dans cette équipe, qui, depuis des jours, vous ont produit tous les documents que vous avez vus. Ce sont nos camarades. Ils ont été à la hauteur du travail. Ils nous ont donné là un exemple de démocratie. C'est l'image de notre parti. Je voudrais donc, pour ne pas tous les citer, saluer leur président, qui était le président de cette convention, cette belle convention. Je veux qu'on applaudisse le professeur Noumbouya Seti. Et je voudrais qu'il se lève pour qu'on puisse le saluer. Il faut la foi encore l'applaudir. Merci Sito. Merci beaucoup. Merci à tous les membres du comité scientifique qui ont travaillé. Merci au comité d'organisation dirigé par Yavo Martial, qu'il faut encore applaudir trop fort. Vous savez, on a fait un meeting payant, moi j'ai cru que c'était fini. Matin, je viens, je trouve un là encore. J'ai dit, Yavo, il y a quoi? Il dit, non, le kit coûte 1000 francs. Donc ils vont payer 1000 francs pour entrer dans la salle. Il dit, ah, Yavo, toi aussi. J'ai dit que c'est gratuit. Il faut l'applaudir très fort. Merci à lui, merci à la presse. Quand j'ai quitté ce micro, sachez que quand nous nous séparons, vous allez maintenant, vous êtes chacun de vous, dès cet instant, directeur de campagne de Simone et Yves Gbagbo dans vos villes. Je le répète, dès cet instant, quand vous allez dans vos villes, chacune de vous, chacun de vous, doit dans son quartier parler à son voisin, parler à ses parents. Je vous mets en mission pour le docteur Simone et Yves Gbagbo. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
Je déclare close la convention extraordinaire du COJEP. Merci beaucoup. Mes chers frères et sœurs, la sortie de Charles Blé Goudé ne laisse personne indifférent. Certains y voient une position lucide, un constat juridique réaliste, d'autres une trahison morale, voire un renoncement à la lutte pour la vérité et la justice. Mais au-delà des émotions et des interprétations, cette déclaration soulève une question fondamentale. Qu'est-ce qui fait la légitimité d'un pouvoir? Est-ce la loi seule ou le consentement du peuple? Légalité et légitimité ne sont pas toujours synonymes. Un acte peut être légal, c'est-à-dire conforme au texte, mais demeurer illégitime aux yeux du peuple s'il est perçu comme injuste ou contraire à l'esprit de la Constitution. Et c'est ici que la réflexion doit s'approfondir. Un dirigeant peut-il être légalement élu mais moralement désavoué? Cette dualité est au cœur de toutes les grandes crises politiques de l'histoire moderne. Dans le cas ivoirien, ce débat prend une résonance particulière. Depuis plusieurs années, la société est traversée par des tensions, des frustrations et une soif de justice sociale. Le peuple aspire à une démocratie réelle, une démocratie où la loi ne sert pas à verrouiller mais à libérer, où la politique ne devient pas un instrument de peur mais un espace de dialogue et de vérité. Et dans cette quête, les mots de chaque acteur politique comptent. Quand un leader parle, il ne parle pas seulement pour lui. Il parle à une génération, à une mémoire collective, à un peuple blessé mais encore debout. C'est pourquoi chaque mot, chaque nuance, chaque position publique doit être pesée avec sagesse, avec responsabilité et avec le sens du devoir envers la nation. Ce que l'opposition comme la majorité doit comprendre, c'est qu'il n'y aura pas d'avenir pour la Côte d'Ivoire sans réconciliation véritable, sans respect des institutions, mais aussi sans respect de la vérité populaire. Les Ivoiriens ont trop souffert des divisions, des rivalités et des guerres de mots. Ils ont besoin de repères solides, de voix sincères, de leaders cohérents. Et c'est là que se trouve la véritable leçon de cette affaire. Ce n'est pas seulement la phrase de Charles Blé Goudé qui doit être débattue, mais ce qu'elle révèle, le malaise d'un peuple en quête de clarté, de cohérence et de justice. Peut-on construire une paix durable dans la confusion morale? Peut-on parler d'unité nationale sans vérité partagée? Peut-on invoquer la démocratie si le peuple ne se sent plus entendu? La réponse, mes chers compatriotes, se trouve dans la conscience collective. C'est elle, et elle seule, qui pourra guider la Côte d'Ivoire vers un avenir meilleur. Car un peuple éclairé ne se laisse ni diviser, ni manipuler. Un peuple éveillé réclame la vérité, la vraie, celle qui libère, celle qui construit, celle qui élève. Alors, que cette déclaration soit l'occasion non pas de se juger, mais de réfléchir. Réfléchir à la Côte d'Ivoire que nous voulons léguer à nos enfants. Une Côte d'Ivoire où la loi et la légitimité marchent main dans la main. Une Côte d'Ivoire où la démocratie ne soit pas un mot mais une réalité. Une Côte d'Ivoire où les divergences d'idées deviennent des richesses et non des prétextes de division. Parce qu'au fond, au-delà des partis, des clans, des étiquettes et des discours, nous n'avons qu'un seul pays, qu'une seule histoire et qu'un seul avenir. Et cet avenir, c'est ensemble, dans la vérité, la justice et la paix, que nous devons le bâtir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Continuez à réfléchir, à débattre, à chercher la vérité, mais toujours dans la paix, le respect et la dignité. Car la Côte d'Ivoire de demain dépend de la conscience et du courage de ses enfants d'aujourd'hui. La récente sortie de Charles Blé Goudé ne laisse personne indifférent. Pour certains, il s'agit d'une position lucide, d'un constat juridique réaliste. Pour d'autres, c'est une trahison morale, voire un renoncement à la lutte pour la vérité et la justice. Mais au-delà des émotions et des interprétations, cette déclaration soulève une question fondamentale. Qu'est-ce qui fonde la légitimité d'un pouvoir? Est-ce la loi seule ou bien le consentement du peuple? La légalité et la légitimité ne sont pas toujours synonymes. Un acte peut être légal, c'est-à-dire conforme au texte, mais demeurer illégitime aux yeux du peuple, s'il est perçu comme injuste ou contraire à l'esprit de la Constitution. Et c'est ici que la réflexion doit s'approfondir. Un dirigeant peut-il être légalement élu, mais moralement désavoué?
Cette dualité est au cœur de toutes les grandes crises politiques de l'histoire moderne. Dans le cas ivoirien, ce débat prend une résonance particulière. Depuis plusieurs années, la société est traversée par des tensions, des frustrations et une soif profonde de justice sociale. Le peuple aspire à une démocratie réelle. Une démocratie où la loi ne sert pas à verrouiller, mais à libérer. Où la politique ne devient pas un instrument de peur, mais un espace de dialogue, d'équilibre et de vérité. Dans cette quête, les mots de chaque acteur politique comptent. Car lorsqu'un leader parle, il ne parle pas seulement pour lui. Il s'adresse à une génération, à une mémoire collective, à un peuple blessé mais encore debout. C'est pourquoi chaque mot, chaque nuance, chaque position publique doit être pesée avec sagesse, avec responsabilité et avec le sens du devoir envers la nation. Ce que l'opposition comme la majorité doivent comprendre, c'est qu'il n'y aura pas d'avenir pour la Côte d'Ivoire sans réconciliation véritable, sans respect des institutions, mais aussi sans respect de la vérité populaire. La véritable leçon de cette affaire n'est pas seulement dans la phrase de Charles Blé Goudé, mais dans ce qu'elle révèle. Le malaise d'un peuple en quête de clarté, de cohérence et de justice. Peut-on construire une paix durable dans la confusion morale? Peut-on parler d'unité nationale sans vérité partagée? Peut-on invoquer la démocratie si le peuple ne se sent plus entendu? La réponse, mes chers compatriotes, se trouve dans la conscience collective. C'est elle, et elle seule, qui pourra guider la Côte d'Ivoire vers un avenir meilleur. Car un peuple éclairé ne se laisse ni diviser ni manipuler. Un peuple éveillé réclame la vérité, la vraie, celle qui libère, celle qui construit, celle qui élève. Que cette déclaration soit donc l'occasion non pas de juger, mais de réfléchir. Réfléchir à la Côte d'Ivoire que nous voulons léguer à nos enfants. Une Côte d'Ivoire où la loi et la légitimité marchent main dans la main. Où la démocratie ne soit pas un mot, mais une réalité. Où les divergences d'idées deviennent des richesses. Et non des prétextes de division. Parce qu'au fond, au-delà des partis, des clans, des étiquettes et des discours, nous n'avons qu'un seul pays, qu'une seule histoire, et qu'un seul avenir. Et cet avenir, c'est ensemble, dans la vérité, la justice et la paix, que nous devons le bâtir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Continuez à réfléchir, à débattre, à chercher la vérité. Mais toujours dans la paix, le respect et la dignité. Car la Côte d'Ivoire de demain dépend de la conscience et du courage de ses enfants d'aujourd'hui.